Je vais partager quelques éléments d'analyse et de réflexion et de perspective en introduction qui n'ont pas vocation à l'exhaustivité. Les événements historiques que nous sommes en train de vivre sont d'une telle ampleur et d'une telle profondeur qu'il y a enfin que moi j'ai un principe d'humilité, donc je ne prétends absolument pas à la complétude dans ce qui va être dit, mais un objectif de clarté. Donc pour commencer, je voudrais d'abord clarifier un point qui est fondamental, c'est que nous sommes pour la paix. Le combat pour la décroissance, contre la violence, pour l'harmonie entre les humains et pour l'harmonie avec la nature, c'est un combat contre la guerre. C'est un combat contre la barbarie par définition. Et donc, Génération Écologie ne fait pas sien le concept dont vous avez peut-être entendu parler d'écologie de guerre, qui est un oxymore, c'est-à-dire qui est l'association de deux termes qui sont le contraire l'un de l'autre. Nous sommes très au clair, et j'y reviendrai dans mon propos, sur les causes profondes de la marche à la guerre liée au dépassement des limites planétaires. Nous assumons entièrement la nécessité d'être partie prenante de la bataille en cours contre Poutine, contre Trump, car c'est la bataille contre ceux que nous appelons les destructeurs et leur idéologie totalitaire. D'un certain point de vue, tout écologiste est condamné à se battre pour la liberté. Il n'y a aucune écologie possible sans démocratie. Et c'est le combat pour la démocratie, pour la défense de la démocratie, qui est à l'ordre du jour. Et en tant qu'écologistes, nous devons prendre une part active à l'effort de défense parce qu'on ne peut pas défendre l'écologie dans le totalitarisme ou dans le crypto-fascisme. On pourra avoir certainement dans la conversation une discussion sur la caractérisation de nos adversaires. Donc, élément de clarification important, parce qu'il ne faut pas confondre le fait d'assumer d'être partie prenante de l'effort de défense avec une adhésion ou un consentement aux visions de la société qui est celle de toutes celles et tous ceux qui composent le bloc des gens qui veulent défendre la démocratie face à Trump ou à Poutine. C'est un peu, sans faire de parallèle historique, c'est un peu comme dans la résistance, où les meilleurs résistants étaient dans la bataille, mais ils avaient un projet alternatif pour la paix et pour les temps de paix. Dernière remarque liminaire, en tant qu'écologistes, nous avons un rôle éminent à jouer. Et un rôle bien plus important que ce qui paraît ou qu'on nous prête. Parce que la guerre, la vraie guerre en Ukraine, ou la guerre au sens du temps de ni guerre ni paix, de guerre hybride que nous connaissons en France, et j'y reviendrai, ne peut pas être gagnée sans un contenu écologiste. La paix a été perdue et elle est en train d'être perdue par ceux qui se sont enfermés dans une logique de course à la croissance. Au sens factuel du terme, ce que je suis en train de dire sur le fait qu'ils ont perdu la paix. Quand on achète du gaz russe pendant des années, on crée le trésor qui permet à Poutine d'engager la guerre en Ukraine. On ne peut pas d'une main acheter le gaz de Poutine ou le gaz de schiste de Trump et de l'autre pleurer sur le sort du peuple ukrainien sous les bombes ou sur le sort du peuple ukrainien quand il se fait molester dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Donc les décroissants que nous sommes, les écologistes, ne sont pas une sorte de force d'appoint dans la période qui s'ouvre. Nous devons être un moteur de la victoire, parce que sinon, ce sera la défaite.
Pour commencer, après cette introduction, je voudrais énumérer un certain nombre de constats cliniques qui, encore une fois, j'insiste, comme pour la discussion, il sera tout à fait légitime de dire tu n'as pas parlé de ceci, tu n'as pas parlé de cela, parce que je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais je voudrais énoncer un certain nombre de constats cliniques. Évidemment, premièrement, il y a un renversement d'alliance et une trahison des États-Unis. La rupture est consommée. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rappeler les faits entre le discours de Munich, les droits de douane, le vote à l'ONU des États-Unis avec la Russie de Poutine, le deal Trump-Poutine dans le dos de l'Ukraine, l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine et l'arrêt de la fourniture des renseignements américains à l'Ukraine. Tout cela donne un avantage stratégique à Vladimir Poutine, dont nous avons vu la matérialisation supplémentaire aujourd'hui avec ses déclarations sur l'installation supplémentaire de troupes en Biélorussie et de missiles nucléaires en Biélorussie. Il y a évidemment une convergence idéologique très profonde entre Trump et Poutine, dans le culte masculiniste du chef, dans l'idéologie totalitaire et obscurantiste, et aussi dans l'affairisme. Et donc, ils se sont mis d'accord sur une sorte de Yalta sur le dos de l'Ukraine et de l'Europe, et c'est une trahison, et c'est évidemment une rupture historique et stratégique absolument majeure pour la France et pour l'ensemble du continent européen. Deuxième constat, nous sommes dans un nouveau régime économique que l'économiste et historien Arnaud Aurin appelle le capitalisme de la finitude. Il y a un effet évidemment de synergie entre la surproduction, la surconsommation, la rareté des ressources, les limites planétaires et la mise en data du monde au travers du numérique. Ce que nous vivons, on lit beaucoup, on entend beaucoup qualifier de ce qui se passe d'une sorte de retour des empires, d'une sorte de retour à l'impérialisme classique. D'abord, l'impérialisme classique n'avait jamais disparu, mais ce qui se met en place aux États-Unis, va bien au-delà des caractéristiques historiques déjà connues, parce que c'est une redoutable machine qui va organiser un changement majeur du régime économique actuel, après l'âge du commerce, l'âge de l'usine, l'âge de la finance. C'est une nouvelle ère qui n'a pas commencé hier matin, qui se structure, et la fin de l'idée que la concurrence libre et non faussée, l'extension sans limite du marché serait à même de garantir la paix. Donc c'est la fin de l'ère ultralibérale de la mondialisation commerciale généralisée, et avec pas seulement une sorte de retour des empires, mais l'avènement d'une nouvelle domination qui est l'âge de la firme gouvernement ou de la compagnie État avec des prérogatives souveraines ou une souveraineté fonctionnelle, avec un objectif qui est un objectif de démantèlement de l'état de droit et de la démocratie en organisant le remplacement du gouvernement du peuple, par le gouvernement du monopole des algorithmes et des plateformes de réseaux sociaux sur l'économie, sur la culture, sur l'information, sur tout. C'est en quelque sorte l'ultime étape de prise de contrôle et de pouvoir par les GAFAM. Troisième constat clinique, ce qui se passe sur le plan militaire. Évidemment, d'abord, le retour sur le continent européen de la violence désinhibée en Ukraine, avec une guerre ouverte, qui est une guerre de position, qui a fait
1 million de morts et de blessés. On parle de 80 000 Ukrainiens et 200 000 Russes tués. Des pertes civiles très importantes, des enfants déportés et des millions de réfugiés. À cela s'ajoute sur le plan militaire la prolifération nucléaire. L'invasion russe en Ukraine se fait à l'ombre d'une rhétorique nucléaire qui, évidemment, empêche un engagement direct de l'Europe et des États-Unis au point de départ en 2022. Il n'a échappé à personne sur Terre, dans le monde, dans tous les pays, que l'Ukraine n'a pas l'arme nucléaire depuis 1994, où elle a rendu les 1700 ogives nucléaires dont elle disposait en échange d'une garantie de sécurité des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, etc. Et cette réalité et la manière dont Poutine manie la rhétorique nucléaire depuis le début du conflit ouvre une nouvelle période extrêmement dangereuse, non seulement en termes de risque nucléaire, mais en termes de prolifération nucléaire. La Chine augmente son arsenal de façon considérable. L'Iran veut toujours avoir la bombe atomique et maintenant la Pologne et d'autres veulent aussi soit l'installation de missiles chez eux, soit la bombe atomique directement. On pourra évidemment revenir dans la conversation sur les questions de dissuasion. Troisième caractéristique sur le plan militaire, c'est l'extension de la guerre et la militarisation de tous les domaines et de tous les espaces. C'est d'abord la guerre menée par des moyens non militaires. C'est ce qu'on appelle les attaques hybrides, où on transforme en armes de guerre des attaques économiques, des déplacements de population, le contrôle de matériaux stratégiques ou de l'alimentation, l'énergie, etc., etc. C'est aussi la militarisation du commerce, avec ce qui se passe en particulier dans les espaces maritimes et de tous les espaces physiques qui sont euh, à leur tour euh, des espaces sujets à prédation et à conflit sous des formes militaires. Donc les zones extra-atmosphériques, l'espace, les fonds marins, les routes maritimes qui s'ouvrent à cause du changement climatique et qui sont au cœur de la stratégie de la Chine, de la Russie, des États-Unis, etc. Et toujours dans cette question de l'extension de la guerre à tous les domaines et tous les espaces, évidemment, la sphère cyber et la sphère informationnelle qui permet d'attaquer un pays et même de défaire un pays sans avoir livré aucun combat sur le plan physique, sur le plan militaire classique. Quatrième élément d'énumération d'un certain nombre de constats. Sur le plan géopolitique, le deal entre Trump et Poutine, il s'inscrit dans le nouvel ordre du monde que veut imposer le pacte des autocrates, dont nous avions déjà euh, parlé et à propos desquels nous avions déjà écrit à Génération Écologie dans la résolution que nous avions adoptée à l'initiative de Quentin Guillemin à la Convention nationale qui était en 2023. Donc ce pacte qui lie la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie et quelques autres, qui ont depuis un bon moment des exercices militaires conjoints, des accords économiques, et c'est ce pacte des autocrates qui permet à la Russie de Poutine de contourner un certain nombre de sanctions, et en particulier les sanctions européennes. Vous avez des troupes de Corée du Nord en Russie et la fourniture d'armes, etc. Je ne développe pas. Vous avez sur le plan géopolitique dans
l'offensive de ce pacte des autocrates, une remise en cause des fondamentaux du droit international, à commencer par le respect des frontières. Une remise en cause évidemment de l'ONU, dont le Conseil de sécurité est bloqué, et du principe même du multilatéralisme, du règlement pacifique des conflits et tout ce qui est lié au droit international. Donc le droit humanitaire, l'accord de Paris, la recherche de la paix par le dialogue, etc., etc. La conséquence de cet effondrement du droit international, qui n'a pas commencé, elle non plus, hier, c'est que rien n'arrête, par exemple, les crimes de guerre de Netanyahou contre la population civile à Gaza après les pogroms du 7 octobre, qui est un événement qui a une place dans la stratégie de Poutine, parce que nous sommes en train de vivre les conséquences pour l'Ukraine que nous redoutions après les pogroms du 7 octobre. Le pacte des autocrates, il s'appuie aussi sur la contestation de la domination de l'Occident, d'un ordre international qui proclame des principes qui ne sont pas respectés, l'explosion des inégalités, l'impuissance de la communauté internationale face aux injustices, l'attitude méprisante d'un certain nombre de pays qui n'ont pas compris que le monde a changé, et ça vaut particulièrement pour la France et pour la politique africaine de la France. Et cette situation de contestation d'une domination de l'Occident qui n'a pas tenu les promesses d'un ordre international juste a été habilement exploitée par nos adversaires et en particulier par la Russie et la Chine en Afrique. Cinquième constat, sur le plan intellectuel et sur le plan de la compréhension des événements qui sont en cours, s'ajoute à tout ce que je viens de dire, ce que certains appellent un biais de rationalité. Vous avez dû voir que, évidemment, il y a un effet de sidération et un effet de souffle sur ce que fait Trump, mais il y a une espèce dans un premier temps, en tout cas, on est en train d'en sortir fort heureusement, mais il y a une espèce de réaction de nombre de dirigeants d'un certain nombre de pays d'avoir du mal à y croire, parce que de leur point de vue et dans leur façon de penser, ce que fait Trump n'est pas cohérent et n'est pas logique. Donc, ils ont du mal à y croire. C'est par exemple toutes les réflexions, vous savez, qu'on entend sur les droits de douane. Quand il y a plein de démonstrations à la radio, dans les journaux, etc., en disant, mais si les États-Unis font ça sur les droits de douane, je sais pas, par exemple, vis-à-vis du Canada, c'est pas logique pour leur économie, il va y avoir plein de forces économiques aux États-Unis qui vont pas être d'accord, etc., etc. En fait, cette comment dire, ce biais de rationalité, en fait, passe à côté de deux choses. La première, c'est que l'escalade de Trump ne va pas s'arrêter et qu'en réalité, sa stratégie, son projet politique, son idéologie, on reviendra, je pense, dans la discussion sur la question des libertariens, est lisible et n'est pas si imprévisible que ça. C'est la façon dont ensuite les décisions sont prises qui peut paraître imprévisible, mais tout ça a une cohérence. Et le problème, en réalité, n'est pas celui d'un biais de rationalité, c'est la réalité de dirigeants qui ne comprennent pas que le nouveau paradigme qui explique l'état du monde, c'est le capitalisme de la finitude, c'est la frénésie d'accaparement des ressources, c'est une domination technologique autoritaire parce que la souveraineté numérique n'a pas été conquise, et qu'en fait, derrière tout ça, c'est la trajectoire d'effondrement écologique. Donc pour nous, pour Génération Écologie, la nouvelle ère dont je suis en train de parler n'a malheureusement pas commencé avec l'élection de Donald Trump.
nous l'avons vu venir de loin. Je fais référence aux travaux de Dominique Bourg sur la dénonciation des libertariens et du transhumanisme. Je fais référence aux travaux de Bruno Latour sur la sécession de ceux que nous appelons les destructeurs et la manière dont ils euh, prétendent s'accaparer les ressources pour se constituer une espèce de refuge dans un monde en effondrement. En 2019, nous avions parlé d'une période historique d'accumulation des forces de guerre et du fait que ces destructeurs préparaient la guerre mondiale de l'effondrement dans une sorte de profitons-en tant qu'on est vivant. Organisons-nous une sorte de partage du monde. Et en fait, quand on regarde les événements les plus récents, cette question de l'effondrement écologique, elle est partout. Elle est dans la volonté de s'emparer du Groenland, c'est-à-dire de futures terres habitables. Elle est dans évidemment tout ce qui se joue sur les métaux et les terres rares. Elle est évidemment sur les enjeux de pétrole et de gaz. En fait, ces destructeurs ont parfaitement intégré l'existence des limites planétaires et affirment que leur mode de vie n'est pas négociable. Et c'est pour ça que dans l'idéologie trumpiste et muskienne, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, la conquête de Mars, elle a un rôle, vous voyez, idéologique très, très important. euh, Parce que il faut entretenir vous voyez, le mythe d'une possible vie humaine en dehors de la Terre. Comme ça, on peut continuer de détruire notre planète. Donc, ce que certains ont appelé un Earth exit, qui caractérise bien cette espèce de Trumpisme pour Mars, pour faire une analogie sur le mot tropisme. Tout ça se manifeste évidemment dans le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, dans la relance tout azimut de l'extraction des énergies fossiles, dans la liquidation de l'ensemble des politiques environnementales, dans l'élimination du mot même climat ou changement climatique dans les sites internet de l'ensemble des agences fédérales, le licenciement des scientifiques, etc., etc. Nous sommes dans une lutte à mort entre le capitalisme de la finitude et la démocratie écologique. Le paradigme de l'effondrement, aujourd'hui, en fait, c'est ce qui guide ces États et c'est aussi à l'arrière-plan de ce qui se joue dans les démocraties euh, en termes de peur qui nourrit la montée de l'extrême droite. Trump a été élu. Et donc, ça renvoie à l'analyse. Je vous renvoie sur le site de Génération Écologie, l'article remarquable de Stéphane Mériot, qui doit être là, sur l'analyse de la défaite des démocrates. Parce que, en fait, cette trajectoire d'effondrement, elle drive, pour prendre un terme anglais, pardon, aussi bien la politique des autocrates qu'elle est en fait à l'arrière-plan un driver majeur de ce qui se joue dans les démocraties et la façon dont l'extrême droite s'est emparée, y compris chez nous, du drapeau du backlash contre l'écologie pour essayer de faire croire à tout le monde qu'on peut faire comme s'il n'y avait pas, il n'y avait pas de problème de changement climatique et il n'y avait pas de problème d'effondrement écologique. Je rappelle tout ça parce que dans pas mal de discussions, on entend la réflexion, mais comment articuler l'écologie aux questions de défense, etc. Je rappelle tout cela pour qu'on comprenne que c'est une seule et même question qui est en réalité. Les orientations
qui nous paraissent euh, évidentes dans ce basculement historique. D'abord, c'est que nous devons nous défendre pour gagner la paix. Si Génération Écologie a un objectif stratégique, c'est de gagner la paix. Nous voulons un ordre international qui est fondé sur des règles, sur le droit, sur le règlement pacifique des conflits. Et donc, nous devons participer à l'effort de défense parce qu'il ne peut pas être question de capituler face à des gens en armes, ni en Ukraine, ni à Paris, ni dans n'importe quel État démocratique. On ne peut pas laisser faire et attendre que ce soit notre tour. Il faut donc se défendre et être en capacité de protéger notre sécurité, de protéger notre pays, de protéger l'Europe. La menace est réelle. Les chars russes sont réellement aux portes de l'Europe. Il faut prendre très au sérieux ce qui est sorti, vous avez vu, sur les informations des services de renseignement des États baltes sur la manière dont la Russie est en train d'organiser ses forces aux frontières des États baltes. Et les annonces de Poutine aujourd'hui sur la Biélorussie vont dans ce sens. Et l'intention de la Russie, elle est extrêmement lisible. Après la Géorgie, après la Crimée, aujourd'hui l'Ukraine, et demain qui? Euh, En ce qui concerne la France, on est déjà dans une situation qui n'est ni la guerre, au sens de la guerre ouverte, de la guerre physique, ni la paix. On subit tous les jours des cyberattaques et des attaques hybrides. Et on subit aussi la guerre informationnelle. On est déjà dans cette situation. Il y a une conséquence à tirer de ce que je viens de dire en termes de lucidité sur la réalité de la menace et de la nécessité de se défendre. C'est que ce n'est pas le moment de faire de la politique politicienne. Que ce serait une erreur grave dans le moment actuel et que les réflexes un peu, vous voyez, pavloviens, si Macron dit A, je suis forcément pour B. Si Macron dit blanc, il faut dire noir. C'est pas possible et c'est pas supportable. Et ce sont des réflexes qui souvent cachent une sorte de défaitisme de gauche, euh, alors que les choses sont extrêmement claires sur la menace que représente la Russie pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc, il faut prendre garde. Hein, c'est une remarque, il faut prendre garde de ne pas interpréter les événements en cours avec le prisme d'une interprétation de politique intérieure française alors qu'on est dans une situation où il y a une nécessité absolue de revisiter la capacité du pays à se défendre et à se défendre dans la durée. Donc, ça pose la question de notre stratégie de défense. La position de la France à cette étape, c'est deux choses. L'autonomie stratégique européenne, d'accord, j'y reviendrai. Et deuxièmement, le réarmement. Le réarmement, en réalité, c'est une nécessité parce qu'il faut avoir la capacité de se défendre, mais ce n'est pas une stratégie. Et peut-être pour faire comprendre ça, je vais faire un très bref panorama de la situation actuelle de la France. Donc la France, elle a des atouts. Elle a un atout stratégique important, c'est qu'elle s'en est jamais remis aux États-Unis d'Amérique pour la garantie ultime de sa sécurité et de ses intérêts vitaux au travers de la dissuasion nucléaire. Elle a comme atout d'être la septième armée, d'avoir la septième armée du monde avec une crédibilité historique,
allié des deux guerres mondiales, fondateur de l'Union européenne, fondateur de l'OTAN, dissuasion autonome, refus de la guerre en Irak, et d'avoir une armée qui a été longtemps une armée d'emploi. Mais elle a aussi des points faibles. Les points faibles de la France, c'est d'abord, premièrement, ses dépendances géostratégiques toxiques, en particulier en matière d'énergie, puisque le premier fournisseur de pétrole et de gaz de la France, c'est Donald Trump, et que le deuxième, c'est Vladimir Poutine. Euh, et elle a aussi d'autres dépendances toxiques en matière dans le domaine des matières premières et de plein d'autres choses. Et la délocalisation industrielle induit aujourd'hui un problème de dépendance géostratégique très important. Deuxièmement, euh, en point faible, beaucoup de dépendance aux États-Unis. Donc qui ont la main, je l'ai dit, sur l'énergie, mais aussi sur la sécurité des routes maritimes de nos approvisionnements, sur le renseignement via le spatial, en partie, même si on a du renseignement nous-mêmes, sur le numérique, et donc une influence, une capacité d'influence sur notre société qui est considérable. Sur le plan militaire, dans les points faibles, on est dans une situation aujourd'hui où on s'adapte à l'évolution de la menace. La rhétorique de la dissuasion nucléaire de Poutine nous oblige à mettre à jour la doctrine de la dissuasion nucléaire française. Il y a un contournement de la dissuasion nucléaire par le bas qui oblige à se poser la question de la masse, de la profondeur, de la durée. Donc quand on parle de masse, c'est qu'en fait la France, elle était sur un modèle d'armée, l'armée, voyez, la défense du pays déléguée à une armée d'un format qui a été considérablement réduit de professionnels extrêmement pointus, extrêmement aguerris, donc qui est un modèle d'armée, qui était un modèle d'armée expéditionnaire pour les opérations extérieures, les OPEX. Ce modèle-là, il devient totalement inadapté quand vous regardez la nature de la guerre en Ukraine. Et la troisième dimension, c'est évidemment une dimension technologique avec des évolutions rapides qu'on est en quelque sorte obligé de suivre. Donc, c'est tous les enjeux autour de ce qui se passe sur les drones, sur l'intelligence artificielle, etc. Peut-être on pourra y revenir dans la discussion. Euh, Point faible supplémentaire, évidemment nos alliances. La France était dans une espèce d'hésitation et pour des raisons qu'on comprend tout à fait, entre l'affirmation de la nécessité d'une autonomie stratégique européenne et un engagement de plus en plus important dans l'OTAN. Là, l'OTAN, c'est terminé. L'Europe de la défense, par contre, elle n'existe pas encore. Et la France, compte tenu de ce que j'évoquais sur ses points faibles, et notamment sur la question de la masse, de la profondeur, etc., euh, face à la Russie de Poutine, a absolument besoin d'alliés. Et cette dimension, en fait, de caractère indispensable d'une alliance et donc d'une Europe de la défense, on pourra discuter ensuite laquelle, comment, etc. Euh, il faut bien comprendre, en fait, qu'il y a non seulement une pression maximale de Trump, au travers de tous les moyens de pression dont il dispose, qui illustre parfaitement le discours de J.D. Vance à Munich, qui en fait est en train de faire un chantage considérable à l'Europe vis-à-vis de la réglementation européenne du numérique. C'est un des cœurs de cette pression. Si les démocraties ne sont pas unies,
avec une défense européenne et avec des alliances, évidemment, même en dehors de notre continent. Chacun va se retrouver dans une situation où il est acculé dos au mur, conduit à céder au chantage de Donald Trump. Vous avez vu comme un certain nombre de patrons à Davos ont trouvé Trump formidable. Vous avez vu comment CMA, CGM était autrement dit, la compagnie française de trafic maritime était dans le bureau de Donald Trump pour céder à la demande de faire des investissements aux États-Unis avec un investissement de 20 milliards de dollars. Pouyanné, le patron de Total, a négocié aussi de son côté qu'il resterait le plus gros importateur de gaz américain, etc., etc., avec aussi l'investissement de 20 milliards de dollars aux États-Unis. Donc en fait, s'il n'y a pas une pression des peuples, une alliance et une pression qui, y compris, interpelle les gouvernements, vous voyez les effets de domino qui sont possibles. Enfin, et évidemment, comme point faible de la France, sa situation de politique intérieure, avec des représentants amis, alliés, rois de transmission de Trump et de Poutine dans le paysage politique français, alors que la stratégie de nos adversaires est de saper la démocratie de l'intérieur, à coup de désinformation, à coup de montée de l'extrême droite, à coup de faire monter toutes les divisions et tout ce qui peut fracturer le pays, dont la fièvre identitaire est évidemment une des dimensions. S'ajoute à ça le fait qu'on a des forces armées qui sont brillantes et avec vraiment de très grandes compétences, mais qui sont coupées des forces dynamiques de la société, coupées des femmes, coupées du métissage, et donc qui ont cet enjeu. En fait, d'être beaucoup plus adossés aux réalités du pays d'aujourd'hui. Dans l'ensemble de cette situation, évidemment, je pense que je n'ai pas besoin de développer longuement, soutien indéfectible à l'Ukraine. Si l'Ukraine tombe, si l'Ukraine est obligée d'accepter des conditions de cessez-le-feu ou de simili-paix, parce que ce ne serait pas une vraie paix, dans des conditions désastreuses, ça engage notre sécurité, ça engage la sécurité de l'ensemble du continent européen. On pourra, je ne fais pas le point détaillé sur les derniers événements de la journée sur l'Ukraine, les déclarations de Poutine, etc. D'autres pourront intervenir là-dessus. On pourra y revenir dans la discussion, évidemment. On a besoin, en fait, d'une stratégie qui résiste à l'épreuve des événements. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un débat technique ou un débat financier. Premièrement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de débats techniques très intéressants à avoir sur le type de défense qu'il faut renforcer, sur combien ça coûte, sur où on va trouver l'argent, j'y reviendrai, etc. Mais c'est pas d'abord ça, la question d'une stratégie de défense, c'est une stratégie politique. Et nous sommes pour une stratégie de défense en profondeur, de défense totale et de résilience citoyenne face aux événements en cours, qui implique pas simplement un réarmement, mais qui implique d'abord de conquérir une souveraineté écologique, qui passe par la décroissance de l'inutile. La question de notre sortie des énergies fossiles doit être menée tambour battant. Comme l'avait dit, vous savez, la scientifique ukrainienne Svitana Krakowska, j'espère que j'écorche pas son nom, c'est une guerre des combustibles fossiles. Et on ne peut pas, dans la situation géopolitique dans laquelle nous sommes, continuer d'être tenu en laisse
par les détenteurs des énergies fossiles. Donc c'est une question de stratégie géopolitique absolument centrale. Toujours dans le registre de la souveraineté écologique, la question du numérique, de sa réglementation, du respect des règles énoncées par la démocratie dans le cyberespace, est une question absolument centrale, fondamentale, qui n'est pas nouvelle, mais dont on voit les conséquences tous les jours quand ce sont des scrutins qui sont attaqués, comme en Roumanie, pour manipuler une élection. Il en va de même de la question de l'alimentation et de notre souveraineté alimentaire, qui est utilisée, va être utilisée comme une arme de guerre et l'est déjà au travers des tarifs douaniers de 200% qui ont été annoncés aujourd'hui, même si pour l'instant c'est le champagne et le vin, je crois. Donc c'est le premier élément d'une stratégie qui ne se limite pas à dire il faut acheter des armes, parce que c'est ça la question. Le deuxième élément, c'est la mobilisation générale du pays pour la résilience. On doit aider la société à tenir et à faire bloc en profondeur dans la durée, quelle que soit la menace. Que ce soit des événements climatiques extrêmes ou que ce soit la guerre. Et l'armée, aujourd'hui, elle n'est malheureusement pas adossée à cette stratégie de défense totale qui est mise en œuvre dans les pays d'Europe du Nord et qui doit être une inspiration pour la France et qui renvoie à tout ce qu'on a déjà beaucoup développé à Génération Écologie sur la résilience, sur l'entraide, sur l'organisation locale, notamment à l'échelle des communes, et c'est notamment un enjeu des élections municipales en termes de solidarité concrète. Cette dimension de mobilisation générale du pays, pour la résilience, elle a évidemment un corollaire. C'est qu'elle doit faire l'objet d'un compromis social ou d'un contrat social et écologique, et qu'il n'est pas possible d'entendre les représentants du MEDEF ou d'autres expliquer que comme il va falloir financer l'effort de guerre, c'est plus la peine de discuter de l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Si c'est ça, en fait, si le capitalisme dans l'ère du capitalisme de la finitude, les libéraux veulent profiter des circonstances actuelles pour en faire une prise d'avantage sur les catégories populaires, il n'y aura pas de solidité du pays, il n'y aura pas de cohésion nationale et il n'y aura pas de mobilisation dans les circonstances historiques qu'on affronte. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement, comment dire, vous voyez, le replay de ce qu'on dit sur la justice, sur le respect qui est dû et la dignité des conditions de vie qui est due à chacune et à chacun. C'est une question de défense en tant que telle, de faire tout ce qu'il faut pour favoriser la cohésion nationale et de ne pas profiter de ce moment pour en faire une espèce de prise d'avantage supplémentaire sur les catégories populaires, sur les travailleuses et sur les travailleurs. C'est une condition de l'adhésion du pays à la compréhension de ce qui est en train de se passer. Troisième point, c'est la rupture avec le présidentialisme. Et je vous dis ça pas pour répéter les orientations de Génération Écologie sur la rupture avec le présidentialisme, mais il faut bien comprendre que le système de la Ve République, qui fait du président de la République et de lui seul le chef des armées, au travers notamment du fait que c'est lui qui décide en matière de dissuasion nucléaire, a produit un effet collatéral euh, de décharger en fait l'ensemble du pays et l'ensemble de la société des enjeux de défense. Cette forme de confiscation et de concentration en fait des questions de défense par le présidentialisme, il a un effet nocif qui est que le pays s'est pas trop intéressé à ces enjeux et a considéré que c'était pas le sujet de monsieur et madame tout le monde. Or, c'est le sujet aujourd'hui de monsieur et madame tout le monde, et donc il y a un problème avec la nature de ce régime institutionnel.
Et enfin, la France doit avoir une stratégie géopolitique qui porte un projet alternatif pour la vie sur Terre. Parce que ce que j'évoquais sur le problème de la masse, c'est-à-dire le fait que la France, qui est toujours membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a certes la 7e armée du monde, on n'est pas du tout, évidemment, dans les ordres de grandeur de ce que représentent la Russie, la Chine, les États-Unis, etc. Dans la période actuelle et dans le capitalisme de la finitude, il va y avoir un effet systémique en fait de la façon dont le paysage s'organise, c'est que chacun va se dire bah, la façon de m'en sortir, c'est de faire pareil que les autres. Bon. Un tout petit pays comme la France, à l'échelle, hein, on n'est pas un petit pays, hein, bon, vive la France, tout ça, mais par comparaison des ordres de grandeur, et même l'Europe, dans ce jeu-là, c'est une stratégie qui conduit à la défaite. Euh, et donc la question de ce que certains appellent la masse ou la puissance, ce n'est pas sur ce terrain-là, il faut avoir des capacités, il faut être en capacité de se défendre et de se protéger, mais elle ne peut pas être résolue sur un plan politique dans le périmètre de nos seules frontières. Autrement dit, dans la course à la puissance, la plus grande puissance potentielle de la France et de l'Europe, ce n'est pas seulement une force physique, c'est de faire le choix politique d'un modèle social, culturel pour les êtres humains qui veulent s'émanciper et qui veulent vivre libres et qui veulent des terres habitables partout dans le monde. Il n'est pas normal que la seule voix sur la scène internationale qui ait dénoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris soit celle de Lula. La France doit porter haut un modèle alternatif, doit porter haut les couleurs du métissage, de son insularité sur toutes les mers et sur tous les océans à travers les outre-mer, de sa déclaration des droits de l'homme, de son accord de Paris pour le climat, de son droit à l'IVG inscrit dans la Constitution, parce que la stratégie géopolitique qui doit être la nôtre, c'est d'être relié à tous les peuples qui sont en lutte et à tous les maltraités actuelle sur la scène internationale parce qu'on a besoin de nouer des alliances qui vont au-delà du seul continent européen. Ce que nous devons faire comme écologistes est notre tâche prioritaire dans la situation française. C'est de mener la guerre idéologique, ni Trump, ni Poutine. L'affrontement qui est en cours, c'est un affrontement entre ce que nous défendons et des idéologies totalitaires. Et donc, on doit être à l'avant-garde de ce combat et monter au front écologique. Parce qu'il y a une correspondance entre le Trumpisme et le backlash contre l'écologie en France et en Europe. C'est la même idéologie, c'est les mêmes attaques contre la science, exactement les mêmes. Euh, pour conclure et sans être complète, euh, on doit euh, prendre part à ce qui est en train de se passer autour de nos combats et de notre vision. Dans les événements en cours, beaucoup de dirigeants qui ne sont pas matricés par la façon de penser de l'écologie sont quelque part prisonniers d'une vision du monde qui est derrière nous, qui est obsolète, qui ne tient plus la route. Donc nous devons prendre part à l'effort de défense dans la clarté, mais dans la clarté aussi sur le fait que le modèle qui nous a conduit à cet état de la situation n'est pas le nôtre, qu'on a avec tout le monde un objectif commun qui est le refus du totalitarisme, mais que nous proposons, nous, un chemin différent et un contenu différent de celui de ceux qui ont armé la Russie de Poutine et Trump.
Autrement dit, Génération Écologie ne rentre pas dans le rang. On assume de prendre pleinement notre part à la défense de la démocratie, mais pas pour revenir au modèle d'avant, pour construire un monde harmonieux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour commencer, sans ambiguïté sur notre lecture des événements en cours et la clarté nette qui est la nôtre, mais dans la clarté aussi de notre engagement pour conduire cette guerre idéologique avec un rôle essentiel à jouer pour nous, qui est celui d'être une colonne vertébrale de cette bataille et évidemment d'empêcher la prise de pouvoir en France des alliés de Trump et Poutine, qui est l'extrême droite française.